Donc, j'invite François Granger à venir vous entretenir, vous mettre la table sur des notions générales en termes de santé et sécurité. Bienvenue, François. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Je vais m'excuser en partant, ça se pourrait que ma voix casse parce que je suis passablement enrhumé, mais je vais faire mon possible pour justement réussir à passer à travers la conférence. Donc, c'est une conférence qui a été préparée pour aider les gens en région justement à expliquer les différentes notions au niveau des chutes. On a d'autres collègues au courant de la journée qui vont aller plus en détail dans certains éléments. Le plan de présentation est assez simple. Là, on a un bref survol sur la réglementation de la stratégie de la Commission concernant les chutes, quelques statistiques au niveau des chutes en agriculture, quelques notions au niveau des chutes de même niveau, notamment au niveau des glissades et trébuchements. Les chutes à un niveau inférieur, ça va porter surtout sur les garde-corps. Et un petit aperçu au niveau des véhicules agricoles. Fait que réglementation, santé-sécurité. Donc, de façon générale, on a des obligations au niveau de la loi qui vont avoir une incidence sur la prévention des chutes. Par exemple, on a des dispositions au niveau de l'aménagement des lieux et contrôler la tenue des lieux, par exemple les ménages, faire le ménage, ramasser les traîneries. Et aussi, c'est dans la loi qu'on retrouve notre approche en prévention qui est d'identifier, corriger et contrôler les risques dans les milieux de travail. Quand on arrive au niveau réglementaire, on a des dispositions plus précises. Encore une fois, dans le cas des chutes, on a des dispositions précises, par exemple, concernant les accès, concernant les voies de circulation, l'éclairement. On a des moyens de protection contre les chutes. C'est déjà prévu au niveau réglementaire. Suivant. Donc, au niveau des stratégies, comme le disait Mme Houdard, on a une série de risques qu'on appelle des risques priorisés parce qu'il arrive beaucoup d'accidents dans certains types d'événements. Entre autres, puis ça c'est vrai pour tous les milieux de travail, entre autres les chutes de même niveau. On dénombrait 7000 blessures annuellement juste causées par les chutes de même niveau. Ça fait une moyenne d'environ 20 chutes par jour, c'est quand même beaucoup. Donc, quand on parle de risques priorisés, on apporte une attention particulière à ces risques-là quand il y a des inspections qui se font dans les établissements, dans les milieux de travail. Puis, on a aussi une stratégie tolérance zéro. Donc, ça, c'est les événements, les situations qui peuvent avoir des conséquences graves ou mortelles. Dans ces cas-là, il y a, en cas de manquement, on intervient immédiatement avec un arrêt des travaux quand c'est constaté et des poursuites pénales. Donc, les chutes de hauteur de plus de 3 mètres, les échelles, on a aussi les risques d'effondrement. Pourquoi je passe un peu vite là-dessus? Dans votre pochette, vous avez des fiches sur chacun de ces risques-là, les risques priorisés, les cibles de tolérance zéro. C'est bien fait. On explique un peu les causes, on explique les moyens de prévention. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les liens au niveau des articles de règlement qui s'appliquent. Donc, ça, c'est disponible aussi sur le site web de la Commission. Suivante, s'il vous plaît. Une question, c'est bon. Donc, avant de passer aux statistiques, on a une moyenne d'environ 950 accidents par année en agriculture. Selon vous, parmi ces accidents-là, combien les chutes représentent-elles en termes de proportion? Est-ce que c'est 6 Hey, wow, 100 de 31 Ça bouge encore. On peut y aller? Donc, la réponse est 17 Mme Houdard avait donné la réponse dans sa présentation. En fait, c'est la troisième cause d'accident pour le secteur agricole, les chutes. On a une moyenne annuelle d'environ 155 chutes. 50 de ces chutes-là, c'est des chutes de même niveau et 40 des chutes à un niveau inférieur. On a un certain nombre de chutes qu'on n'est pas capable de classer. Mais quand on regarde les chutes à un niveau inférieur, quand on parle de conséquences graves, donc on chute de hauteur, ça n'a pas besoin d'être très haut,
Ça représente 10 des décès en agriculture. Suivant. Ici, on a les principales causes de chute sur les planchers et passages ou sur ou contre des objets. Ça fait qu'on a nos chutes de même niveau. Et ensuite, d'une échelle, d'un véhicule, ça vous donne un aperçu comment se produisent les chutes ou environ qu'est-ce qui peut être la cause d'une chute. Donc, entre autres, tomber d'un toit, d'un échafaud, d'une plateforme, on a quand même un certain nombre annuellement. Suivant. Ici, on a un aperçu de la répartition des chutes selon le type de production. C'est qu'on voit que production fruitière, maraîchère, services aux élevages, ferme laitière, céréales, grande culture, élevage de porc, on a plus de chutes dans ces secteurs-là, un peu moins dans les autres secteurs, mais quand même, on retrouve des chutes à peu près dans tous les secteurs de production. Suivant. Là, vous voyez, dans les statistiques, on avait services aux élevages, services aux cultures. Services aux élevages, services aux cultures, ça représente environ 25 des accidents. C'est eux qui ont des chutes. Donc, il y a quand même des responsabilités. Les gens qui offrent les services à la ferme, ils ont un employeur. Cet employeur-là a des responsabilités envers eux, mais le propriétaire de la ferme a aussi une responsabilité. Donc, il faut que les lieux soient bien aménagés pour s'assurer que ces gens-là n'aient pas de problème sur la ferme. Suivant. Donc, pour les chutes de même niveau, je vais porter l'attention davantage sur glissade-trébuchement. Depuis qu'on est tout petit, on lutte contre l'attraction terrestre. Quand on a le rhume, on y va dans l'autre sens. C'est vraiment plus difficile de se lever. Mais bon, fait qu'on est... Les chutes, dans le fond, on a tous une expérience de vie avec une chute. Martin, il l'a eu pendant les fêtes. On est tous tombés à un moment donné ou à un autre. Fait qu'intuitivement, on est capable d'identifier un bon nombre de risques. Dans le cas des glissades et trébuchements, c'est souvent soit qu'on s'empête les pieds, soit qu'on glisse. Notre centre de gravité change brusquement de position, puis ça ne va pas toujours conduire à une chute, mais c'est souvent une cause de chute. Prochaine. Donc, on a notre approche générale de prévention, identifier les endroits, les tâches présentant le plus les risques de chute. Donc, comme je disais, intuitivement, on a tous une expérience là-dedans. C'est peut-être un avantage qu'on a par rapport aux chutes. Si on s'y arrête un peu, par expérience personnelle, on est capable d'aller chercher quand même beaucoup d'éléments pour identifier les risques, mais comme notre témoin, M. Rioux, mentionnait un peu plus tôt, on peut aussi aller chercher de l'aide pour identifier les zones plus problématiques ou les tâches plus problématiques. Donc ensuite, on a notre identifié, on contrôle, on applique les mesures, on vérifie si nos mesures sont efficaces, puis on fait des correctifs si ce n'est pas suffisamment efficace. Puis ce qui est important, quand on a une équipe de travail, c'est de consulter toute l'équipe pour aider à identifier l'ensemble des risques, puis aussi c'est plus efficace pour trouver des solutions. Puis normalement, on va essayer de privilégier les moyens collectifs. Prochaine. Donc, une glissade, ça survient quand on a un manque d'adhérence entre les pieds et la surface où on les pose. Les exemples de causes de glissade, les surfaces mouillées, savonneuses, huileuses. On a les surfaces lisses, poussiéreuses. Des fois, un atelier, par exemple, on est dans l'atelier, puis si on a un beau plancher lisse, puis il y a beaucoup de brins de scie sur le plancher parce qu'on a travaillé de bois, bien, ça peut être glissant. Différence d'adhérence entre deux surfaces. On passe d'une surface rugueuse à une surface lisse. On peut glisser. Wow! OK. Je vais essayer d'accélérer. Les chaussures usées ou mal adaptées à la situation de travail. Les couvre-chaussures, quand on parle de visite à la ferme, par exemple, pour la biosécurité. Prochaine. Donc, un exemple ici de différents types de surfaces lisses, rugueuses, avec, en plus, on a des débris, on a de la poussière de foin ou d'ensilage. Ça peut apporter des risques de glissade. Et nos fameux couvre-bottes qui peuvent être assez glissants par moment. Prochaine. Donc, ici, on a en orangé les moyens collectifs. Donc, éviter de construire des surfaces sans pente ou encore respecter un degré de pente sécuritaire,
aménager, installer des surfaces antidérapantes, délimiter les zones de circulation. On peut délimiter des zones de circulation pour les piétons, puis essayer de garder ces zones-là non glissantes. Avoir en réserve, puis là, ben, c'est vraiment le climat qu'on a cet hiver. Là, on a des gels, puis des surfaces glacées, ça devient difficile à gérer. Mais avoir des absorbants pour les dégâts d'huile, par exemple, ou encore des abrasifs, du sable défondant. Installer des repères visuels. Puis au niveau individuel, bien, on peut choisir des chaussures avec une bonne semelle antidérapante ou encore utiliser des crampons. Et bien, on peut ajuster sa vitesse de marche aussi à la surface. Prochaine. Les trébuchements, mais ça survient quand on s'empête les pieds dans un objet ou dans un obstacle. Donc, les exemples, on a les câbles, les fils, les boyaux, tout ce qui peut traîner sur le plancher, les surfaces inégales, changement brusque d'élévation, un seuil de porte, par exemple, les différentes adhérences entre deux surfaces, encore une fois. Là, c'est plutôt le contraire. On part d'une surface glissante à une surface rugueuse. Ça freine, on peut basculer. Mauvais éclairage, la vue obstruée. Donc, si on ne voit pas où on met les pieds, on peut chuter. Les semelles décollées, les lacets défaits. Des fois, on aime nos bottines, on les garde peut-être un peu trop longtemps. Fait que faut vraiment avoir des chaussures en bon état. Prochaine. Donc, des exemples. On voit les seuils de porte, encombrement. Des fois, on retrouve dans certaines publications des pictogrammes de danger suivis d'un pictogramme de solution. Donc, par exemple, dans le cas de l'encombrement, on a un pictogramme de rangement. Fait qu'on prévoit faire du ménage puis ranger les objets. La vue obstruée, on transporte des objets qui nous bouchent la vue. On pourrait rajouter aussi les yeux rivés sur le cellulaire. Ça, c'est un classique. On marche sans regarder où on va. Prochaine. Donc, on a encore une fois nos moyens de prévention collectifs en orangé. Donc, éviter de construire des surfaces avec des seuils. Ou si on a des seuils, bien, au moins les identifier pour que ce soit visible. Assurer un éclairage adéquat, délimiter les voies de circulation et que ce soit suffisamment large pour être capable de faire la manutention des objets qu'on a à transporter ou faire les tâches de façon sécuritaire. La tenue des lieux. Installer des protecteurs, par exemple, sur les fils, les câbles, si on a à utiliser des boyaux ou autres. Puis, bon, on a nos chaussures, notre vitesse de marche, éviter de porter des objets de façon à ce qu'ils nous obstruent la vue. Prochaine. Une question. Ici, on a 3 causes possibles de chute. Est-ce que vous pouvez les identifier? Identifier les endroits où est-ce qu'il y aurait un risque de chute. C'est qu'on voit, vous êtes pas mal bon. Dans le fond, on a à la droite, on a un seuil. Je ne sais pas ce qui va apparaître en premier. Exact, le seuil. Ensuite, on avait un obstacle en saillie où est-ce qu'on peut trébucher. Puis, on a une pente sur le plancher qui peut être à l'occasion glissante. Là, on a un local, par exemple, on peut rentrer de l'extérieur avec des bottes boueuses ou enneigées, ou encore ça peut geler dans le local parce que ce n'est pas chauffé. Donc, la pente peut, à certains moments, présenter un risque de chute. Prochaine. C'est bon. C'est comme dans un congrès scientifique. Là. On est comme... OK, l'éclairement, c'est important de voir où on met les pieds. J'ai mis quelques données de référence. Quand on est dehors, en plein, l'éclairement, c'est vraiment la surface. Ce n'est pas la puissance de la source lumineuse. C'est vraiment la lumière qui atteint une surface. Donc, ça se mesure en lux. Puis, quelques références ici au niveau des types d'éclairage naturel. Prochaine. Donc, donner une idée, par exemple, un spot avec une puissance de 1600 lumens, un spot de 60 degrés, si on suppose une distribution uniforme de la lumière, bien, à 1 mètre, j'ai 1600 lux. Si je le remonte à 3 mètres, bien, je tombe à 170 lux. Donc, c'est pour donner des notions. Un lux égale 1 lumen par mètre carré.
C'est plus compliqué que ça un peu. Là, les experts en éclairage pourraient aller plus dans le détail, mais c'est juste pour donner un aperçu. Prochaine. Donc, dans la réglementation, on a, au niveau du RSST, plutôt une notion de perception des détails quand on fait une tâche. De façon générale, le plus bas qu'on va dans le règlement, c'est 50 lux pour une perception grossière. Par exemple, une tâche qu'on ne fait pas de façon fréquente, un entrepôt, on va aller chercher une boîte. Dans l'entrepôt, on peut avoir un 50 lux. Dans la norme française, bien, pour les zones de circulation, où est-ce qu'il y a des passages plus fréquents, on va recommander plutôt 100 lux. Mais de façon générale, comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est de voir où on met les pieds. Il faut s'assurer d'avoir un bon éclairage, surtout aux endroits où on passe fréquemment. La prochaine. En agriculture, on a quelques contraintes. C'est le cas, par exemple, dans l'élevage de volailles, où est-ce que l'éclairage est faible. Mais quand il n'y a pas d'oiseaux, on peut augmenter la source d'éclairement puis s'assurer que c'est plus sécuritaire pour les travailleurs. Prochaine. Les chutes à un niveau inférieur. On a des conférences qui vont en parler, mais là, je vais parler plus des garde-corps. Les chutes sont celles qui ont ces types de chutes qui ont des conséquences les plus graves. Donc, les ouvertures sans garde-corps, travail en hauteur sans mesure de protection appropriée, monter sur un véhicule, une machine, un équipement ou un empilement, ça, c'est toutes des choses qui se font assez fréquemment en agriculture. Puis, les mesures de prévention, bien, c'est les garde-corps, si on est capable de travailler à partir du sol, des équipements spécialisés pour faire le travail en hauteur et les EPI. Je vais parler un peu plus des garde-corps. Donc, dans la RSST, on demande que les garde-corps soient conformes au code du bâtiment au moment où le bâtiment est construit. Puis, dans la définition, on voit où on devrait retrouver les garde-corps. Par exemple, le long d'un escalier, les mezzanines, les balcons. Naturellement, il y a des exceptions. Si on a un quai de chargement, bien, on n'est pas obligé d'avoir un garde-corps là, mais il y a quand même des mesures qui devront être prises. En règle générale, pour le code du bâtiment, c'est 24 pouces ou 60 cm. C'est ce que vous retrouvez souvent dans les règlements municipaux. Quand vous faites un balcon à l'extérieur, on va vous dire qu'il faut que vous respectiez à partir de telle hauteur, vous devez mettre une rampe ou un garde-corps. La prochaine. Donc, au niveau du code du bâtiment, on voit qu'à partir, dans le fond, 60 cm, c'est à peu près la troisième marche. À partir de la troisième marche, ça prend un garde-corps. Une main courante, ça, c'est le long de l'escalier. Puis, il y a des notions aussi par rapport au talus. Si j'ai un talus qui est abrupte à côté d'un escalier, bien, ou une plateforme de travail ou un accès, je devrais avoir un garde-corps. On a les charges qui ressemblent, les résistances du garde-corps, ça ressemble à ce qu'on a dans notre réglementation. Et au niveau des espacements des barreaux pour le garde-corps, pour les établissements où est-ce qu'on n'est pas censé retrouver d'enfants, on parle de plus petit que 4 pouces. Donc, si, par exemple, il y aurait des chutes d'objets et qu'on veut prévenir ça, on va mettre plus petit que 4 pouces ou on va mettre plus grand que 8 pouces. La raison, c'est que malgré s'il n'y a pas d'enfants, la dimension entre les deux, c'est parfait pour coincer une tête d'enfant. Par exemple, mon frère a déjà été un cobaye et il est resté coincé dans la galerie du voisin. Puis il était justement... Donc, c'est ça. Si sur la ferme, on a des enfants puis qu'on pense qu'ils peuvent accéder à ces endroits-là, on devrait respecter 4 pouces et moins d'espacement en nos barreaux. Suivant. Ça, c'est ce que ça a l'air visuellement, un garde-corps en bois selon la réglementation pour les garde-corps temporaires. Donc, on a nos dimensions avec notre plainte, lisse intermédiaire, lisse supérieure. Puis les charges sont similaires à celles du code du bâtiment. Suivant. Des exemples de protection, d'ouverture dans les planchers. On a, par exemple, le levage d'équipements roulants dans les poulaillers. Bien, ça, c'est un plancher mobile avec un garde-corps fixé dessus. Donc, à chaque fois que on déplace le plancher, bien, le trou est soit protégé complètement d'un garde-corps ou protégé complètement par la plaque. On a les citernes à lisier. Dans ce cas-là, c'est juste un exemple pour dire, bon, ça, c'est pour empêcher les personnes de rentrer dans une citerne à lisier, mais ça pourrait, par exemple, être une solution dans les poulaillers où est-ce qu'on a des trous pour évacuer le fumier. Fait qu'on fait tomber le fumier en bas. C'est des grillages qui sont plus larges
que ce qui pourrait être dans d'autres situations parce qu'on veut que le lisier ou le fumier passe. Mais c'est des solutions qui peuvent être envisagées pour s'assurer que personne ne chute d'un autre étage. Véhicules et machines agricoles. Ici, on a des situations, on le voyait dans les statistiques, on a quand même pas mal de chutes au niveau des fruits et légumes. C'est un exemple. Par exemple, ici, on a notre travailleur qui se penche pour aller chercher les boîtes de brocolis sur le convoyeur, qui est probablement juste des rouleaux, là, où est-ce qu'il faut pousser les caisses ou aller les chercher. Bien, ça, c'est des situations qu'il faut apprendre à analyser. Par exemple, est-ce que ce travailleur-là, on pourrait tout simplement lui donner un grappin qui aille chercher les caisses, pas obligé de se pencher, puis se tenir sur la chaîne du support du convoyeur, ou encore prévoir quelque chose au bout du convoyeur pour être sûr qu'il ne puisse pas chuter. Donc, c'est des situations comme ça quand on voit ça, il faut tout de suite allumer un drapeau rouge et dire « OK, j'ai quelque chose qui pourrait arriver, là, je pourrais avoir quelqu'un qui tombe. » Il faut l'analyser puis voir comment on peut prévenir le risque de chute. La prochaine. Sur les machines, souvent, vous allez retrouver des pictogrammes comme ça. Donc, interdiction de passager ou chute d'une machine. Quand il y a un X, c'est les interdictions. Quand il n'y a rien, mais c'est un danger qui est exprimé. Par exemple, on ne travaille pas en hauteur dans un bucket, dans un chargeur de tracteur ou sur des fourches de chariot élévateur. Donc, c'est pour montrer que ça existe. Puis ça peut être une solution aussi pour les travailleurs étrangers parce que souvent, on a des problèmes de langage. Donc, les pictogrammes peuvent être drôlement utiles pour expliquer des situations. Prochaine. Donc, moyens de prévention. Le 3 points d'appui quand on monte ou on descend d'une machine. Interdire le transport de passagers dans les tracteurs, sur les tracteurs, remorques et autres. Vérifier si les échelons sont propres, si on n'a pas d'outils sur les marchepieds ou des objets qui traînent. Vérifier si les garde-corps sont en place quand on a des machines où on devrait en retrouver. Sinon, en installer. Prochaine. Donc, quelques exemples. De plus en plus, les manufacturiers vont équiper leurs machines de garde-corps. Quand on va dans les salons agricoles, on voit des beaux exemples. Ici, on a garde-corps sur une presse à foin, garde-corps sur une cabine d'un tracteur surélevé. Prochaine. Ici, des exemples d'échelles qu'on trouve sur les machines. Donc, on voit que l'échelle, puis c'est des machines qui peuvent être quand même assez hautes. Là. Donc, sur le mélangeur, on voit une échelle inclinée avec une petite plateforme. C'est plus sécuritaire que sur la voiture à grains où est-ce qu'on a une échelle verticale où ça va demander plus d'efforts de se tenir. Prochaine. Et un exemple d'accès. Donc, un petit chargeur, à peu près le même, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même fonction tout à fait, mais on voit que quand on a un accès par le côté sur le petit chargeur de gauche, bien, c'est plus sécuritaire que sur le skid steer de droite, là, le petit chargeur frontal, où il faut passer par le godet pour rentrer dans la cabine. Parce que les godets de ces machines-là, ça dépend de ce qu'on a chargé avec, mais des fois, ça peut être glissant. C'est juste une plaque d'acier. Fait que si on a chargé du fumier avec ça, ça va être très glissant. Par contre, sur ces machines-là, il y a des points d'appui qui sont prévus. Donc, on a des surfaces antidérapantes avec des mains courantes pour se tenir. Ce n'est pas là pour rien. Il faut s'en servir. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup.